fait en français, hein? Ok. Bon, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Sam. Je suis le papa de 2 enfants qui sont au lycée français, un grand, Scott, et une petite. Et aujourd'hui, je vais vous parler de comment on fabrique un produit. Parce que finalement, vous avez joué avec des dashs, vous avez programmé des dashs, et c'est assez similaire dans l'idée à notre produit. C'est-à-dire que nous, on fait une montre qui est connectée. Donc quand on fait un produit connecté, il faut fabriquer le produit, bien évidemment, mais il faut aussi coder, faire les apps et tous les programmes qui vont avec. Qui parmi vous a des parents qui ont créé une société? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui veulent créer une société, veulent créer quelque chose plus tard? Super. Bon, alors tout commence par quoi? Quand on veut créer quelque chose, généralement, tout commence avec une idée. Donc quand on a une idée, on fait ce qu'on appelle un brainstorming, on en parle avec ses amis, avec ses collègues, et puis très rapidement, l'étape d'après, ça va être d'écrire un peu toutes les idées, mais le but, c'est de savoir à quoi ça sert et pour qui c'est. Ok, ça paraît logique. Donc nous, en l'occurrence, notre société, on s'est dit, on veut aider les familles, les parents, mais aussi les enfants, à être organisés dans la vie, à prendre des bonnes habitudes, de manière à être plus heureux, à avoir plus de temps et avoir plus de succès plus tard. Donc ça, c'est un peu l'idée de notre société. Et dans cette société, on crée des produits physiques, du hardware, mais on fait aussi du software et des services. Donc aujourd'hui, je vous présente ce produit parce que j'ai trouvé que c'était intéressant, parce en fait, on doit couvrir tout, depuis la création d'un produit physique, mais dedans, on y met de l'intelligence. Et vous allez voir que c'est pas si simple. Il y a plein d'étapes. Et moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai créé cette société, parce que j'aime toucher à tout. Et on va voir qu'on est obligé de toucher à tout quand on crée un produit connecté. Donc la deuxième phase, je dirais, c'est qu'une fois qu'on a défini à quoi le produit sert et à qui il va s'adresser, on va commencer à le dessiner. Donc là, c'est vraiment tout bête. On prend une feuille de papier, on dessine. Et généralement, on fait appel à un monsieur qui a une compétence particulière qui s'appelle un industrial designer, un designer industriel. Parce que lui, il a déjà l'habitude, c'est son métier, de faire des dessins en pensant aux contraintes de fabrication. Donc par exemple, ça c'est Arthur, c'est notre designer industriel, qui a commencé au début à faire des dessins des montres. Donc il en a fait plein. Donc tous ces dessins, après, ils deviennent de plus en plus jolis, de plus en plus réalistes, on commence à mettre de la couleur, et à partir de là, on doit le transformer en fichier 3D, en CAD. Parce que les fichiers 3D vont nous permettre vraiment de tourner l'objet dans tous les sens pour voir à quoi il ressemble. Et ça, c'est super intéressant. Donc ça, c'est encore une fois une autre compétence. Donc généralement, les designers industriels, ils commencent à dessiner sur du papier et ensuite, ils vont sur l'ordinateur et ils transforment ça en fichier 3D. Mais les fichiers 3D, ils comportent l'enveloppe extérieure du produit, mais ils comportent aussi ce qu'il y a à l'intérieur du produit. Donc là, sur la gauche, qu'est-ce que c'est d'après vous? À gauche, c'est le circuit imprimé. C'est ce qu'on appelle le PCB ou la motherboard. Donc c'est vraiment la partie sur laquelle on va mettre le processeur et tous les composants électroniques sur laquelle on va mettre le programme. Et bien ça aussi, ça se dessine, et ça c'est très important. Et en fait, le challenge, si vous remarquez, ça ressemble beaucoup à une ville, en fait, vue d'en haut. Et c'est un peu ça, finalement. C'est qu'on doit mettre des composants, et il faut qu'ils soient tous reliés entre eux, et si possible, qu'ils prennent le moins de place possible. En tout cas, dans notre cas. Parce que dans notre cas, on voulait une montre pour les jeunes enfants, beaucoup plus jeunes que vous, entre 3 et 6-7 ans. Donc, comme ils ont des petits poignets, il faut que la montre soit petite. Pour que la montre soit petite, il faut que tous les composants soient condensés. Donc voilà, ça c'est aussi un métier, et ça c'est l'electrical engineer qui s'occupe de ça. Donc lui, son métier, c'est de prendre tous les petits composants
et de les assembler sur un dessin en 3 dimensions. À votre avis, dans cette montre-là, cette petite montre, combien il y a de composants différents? 15 1000 Il y en a 65. Il y a 65 composants. Donc parmi les composants, on peut en citer des... Qu'est-ce qui vous vient à l'idée? Qu'est-ce qu'il y a dans une montre comme composant? Électricité, donc une pile, une batterie, l'écran, j'ai entendu. Des puces. Le Bluetooth, les connexions. Donc vous voyez, l'écran, on a tous, tout de suite, immédiatement, des mots qui nous viennent en tête. On sait qu'il faut ces composants pour faire fonctionner un produit électronique. Donc une fois qu'on a dessiné le produit, qu'on a commencé à faire de la vision 3D, il est impératif de s'asseoir avec plusieurs personnes qui ont des compétences bien différentes. Parce que c'est ce qui est intéressant dans notre métier, c'est qu'il est très difficile, voire impossible, d'avoir une personne qui connaît tout par cœur. Donc on est obligé de travailler avec plusieurs personnes. Par exemple, là autour de la table, il y a un électronicien, il y a un designer industriel, mais il y a aussi... donc la partie, le monsieur sur la droite, là, c'est le mécanicien, donc l'ingénieur mécanique. Donc lui, il va prendre le dessin qui a été fait par le designer industriel, il va prendre les plans de l'électronique, et puis lui, ben, il se dit, mince, il faut que j'arrive à faire rentrer tout ça dans ce petit truc, donc il faut faire des compromis, parce qu'il y a certains composants, même si on a vraiment fait de gros progrès, on a miniaturisé le tout, il y a certains composants qui restent assez gros. Par exemple, une batterie, c'est quand même assez gros. Si on veut que la montre ait suffisamment d'autonomie, on ne peut pas se permettre d'avoir une toute petite batterie. Donc il y a des contraintes. Et donc, tous ces gens, en fait, ils travaillent ensemble pour améliorer tous les plans 3D. Et à partir de là, on commence déjà à faire des prototypes, en fait, physiques. Donc ça, je crois que vous avez la chance d'avoir un super matériel au lycée français. Et ce que vous voyez à l'écran, c'est imprimé sur une imprimante 3D. Donc c'est tout simple, mais ça passe systématiquement par là. C'est bien parce que c'est rapide, c'est peu coûteux, et puis ça nous permet de tenir l'objet, et à partir de là, on peut déjà montrer l'objet et obtenir du feedback, et des retours de la part des utilisateurs. Et puis après, on peut peindre, et puis finalement, on améliore la qualité du prototype pour arriver à quelque chose qu'on souhaite fabriquer en masse. Donc nous, c'est un peu le parcours qu'on a fait, vous voyez. Et puis une fois qu'on a eu les premiers prototypes, ben, je suis allé dans des écoles, donc je suis allé directement discuter avec mes utilisateurs futurs, les enfants, et je leur ai demandé leur avis sur les couleurs, sur la forme. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie de la création du produit. Il ne faut pas faire un produit tout seul dans son coin, puis après dire aux gens, voilà le produit, et puis les gens vont vous dire, oui, mais c'est pas ce que je veux, je trouve ça pas beau, c'est pas utile. Donc il faut vraiment, dès le début, impliquer les gens. Donc il y a toute la partie cosmétique, c'est-à-dire que ça, c'est vraiment le produit sans technologie. Donc ça, on peut le faire en parallèle, ce travail. On développe ça, mais parallèlement, il y a une autre équipe qui, elle, va travailler sur toute la partie programmation, ce que vous avez fait sur les iPads. Donc, comme on n'a pas encore le produit fini en main, ben en fait, ça passe par des mini-ordinateurs comme les Arduino, les Raspberry Pi, etc. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait. Donc là, dans ce cas-là, on n'a pas de contrainte de taille. On a juste une contrainte de fonctionnalité. Donc, on achète des composants, on les met ensemble, et à partir de là, on se met à faire du coding. On code. Le but, c'est de pouvoir arriver à montrer, là encore, aux gens, ce que techniquement, notre montre était capable de faire. Donc là, on a finalement l'écran qui montre ce que nous, on souhaite faire. Je ne vous ai pas expliqué ce que c'est, donc je vous l'explique maintenant. Nous, en fait, c'est une montre pour les jeunes enfants de 3 à 6 ans. Et il y a plus de 2000 icônes. Chaque icône représente des tâches. Aller se brosser les dents, nourrir le chien, préparer ses affaires pour aller au sport, etc., etc. Le but, c'est d'aider les enfants à des moments déterminés et leur dire, voilà, tu es supposé faire ça. Donc la montre se met à vibrer, elle affiche un icône. L'enfant fait la tâche. Et au bout de 2-3 semaines de répétition, l'enfant, il a pris l'habitude, okay, et il n'a plus besoin
de l'alarme. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que plutôt que ce soit les parents qui répètent 10 fois « va te brosser les dents », c'est une règle qui est établie, l'enfant se sent responsable, il va faire cette tâche, il va être fier de lui, et du coup, dans la famille, il va y avoir moins de tension, et ça va permettre à tout le monde d'être plus heureux, et de passer du bon temps ensemble. Donc c'est vraiment l'idée de base. Donc vous voyez, ça c'est le premier prototype de la montre qui fonctionne. Donc ça c'est mon bras, et vous voyez que la montre elle est gigantesque. Ok, donc ça on l'a fait en parallèle avec le hardware. Voilà, puis petit à petit, on réduit, et là on commence à avoir une montre qui ressemble à une montre, mais qui fonctionne. Voilà, et puis donc après on améliore le prototype, on fait des essais, et puis ensuite on peut vraiment tester la montre en situation. Ça c'est très important aussi, c'est qu'une fois qu'on a un prototype fonctionnel, ben, on le met sur le poignet des utilisateurs, et puis on recueille le feedback, à la fois sur l'interface utilisateur, mais également sur, encore une fois, le poids, la solidité, etc. Voilà, donc ça c'est une petite vidéo, ça vous montre ce que c'est un moule et comment on fabrique ça. Donc ça, c'est notre station de recharge. Pour recharger la montre, on a juste à poser la montre dessus, il y a des aimants, ça se snap et ça charge la montre. Mais en même temps, c'est aussi une veilleuse de nuit. Donc elle s'éteint au bout de 20 minutes ou au bout d'une heure, tout ça se programme avec une application. Et ça fait aussi réveil matin. Ben, rien que pour ça, à votre avis, combien elle coûte là, cette machine là, pour faire fabriquer ce truc? 1 million? Alors, effectivement, la grosse machine, elle coûte presque 1 million. Mais ensuite, pour fabriquer ça, il faut faire un moule. Donc le moule, le moule pour faire ça, plus la montre, en tout, ça nous a coûté 70 000 $. Parce qu'en fait, les moules, c'est des grosses pièces d'acier. C'est très compliqué à faire, c'est très très lourd. Et ensuite, on injecte le plastique à l'intérieur, et automatiquement, ça sort ça. Donc voilà tous les stades en fait, du prototype de la lampe, là, du chargeur. Donc on est parti par une impression 3D, et on finit par une presse à injection sur la droite. Donc toutes ces étapes, elles sont nécessaires, elles permettent de valider plein de choses. Donc ensuite, quand on commence à être satisfait du produit, on fait des petites séries. Donc là, on voit, il y en a à peu près une cinquantaine. On a fait une cinquantaine de montres, on les a assemblées, et puis là encore, on a continué à tester. Puis parallèlement à ça, on a travaillé sur le packaging, la boîte qui contient la montre, la boîte qui contient la lampe, et on arrive sur un produit fini. Donc là, maintenant qu'on est arrivé à avoir un prototype qui tient la route et qui est relativement fidèle à ce que les gens veulent et répond aux contraintes techniques, il faut passer en fait à la fabrication de masse. Donc l'usine. Donc là, on va fabriquer des milliers d'unités. Alors, pour choisir une usine, il faut donc avoir des plans qui sont très spécifiques, donc un dossier. Donc tout le dossier, il a été construit, comme je vous l'ai dit, par le mécanicien, par l'électronicien, par les ingénieurs. Et après, on a un gros document. Un gros document, on va voir les usines, on leur dit, est-ce que vous êtes capable de faire ça? Si oui, à quel prix? Combien de temps il vous faut? Etc. Donc nous, on a voyagé pas mal, et puis finalement, on a décidé de prendre une usine au Mexique, à Tijuana, pas très loin d'ici, à la frontière avec San Diego. Et donc là, je vais vous montrer quelques vidéos de comment ça se passe à l'intérieur de l'usine. Voilà, donc ça c'est Tijuana. Ok, donc la première partie, c'est qu'en fait, il faut récupérer et acheter tous les composants. Donc je vous ai dit, il y avait 65 composants dans la montre. Les composants, ils viennent de partout. Ils viennent de Chine, ils viennent de Taïwan, ils viennent des États-Unis. Donc en fait, il y a le rôle d'une personne, c'est de faire l'inventaire, de trouver les fabricants d'écrans, les fabricants de processeurs, les fabricants de mémoire, etc., de les acheter et de les faire livrer à l'usine.
Okay, et donc c'est là, à l'usine, dans cet endroit-là, que tout est stocké. Et ensuite, je vais vous montrer comment on fabrique les choses. Voilà. Donc, l'étape numéro 1, vous voyez, ces bobines, en fait, c'est comme des cartouches d'encre dans une imprimante. Sauf qu'au lieu que ce soit de l'encre, là, c'est des composants. Tous les petits microprocesseurs, ils sont mis sur des rouleaux, sur des bobines, et ces bobines, elles sont mises dans des chargeurs, et ces chargeurs vont dans des machines, et chaque machine a son rôle. Et donc ça, c'est une PCB, donc une carte mère, et chaque machine, elle va aller souder des composants. Et donc c'est vraiment comme une ligne, vous voyez, on part du point A, on arrive au point B, et à la fin, il y a une caméra et une personne qui contrôle le travail. Et ça, en fait, pourquoi c'est fait par des machines? Il y a deux raisons. Un, maintenant c'est tellement petit, les composants, qu'un humain, il n'est pas capable de souder et de faire ce travail, c'est trop petit. Et deux, avec une machine, on arrive à en faire des centaines en quelques minutes. Donc c'est très rapide. Et je dirais que le troisième avantage, c'est aussi la qualité, puisque c'est une machine, donc elle fait 99,9% des cas, elle fait tout le temps la même chose et c'est toujours parfait. Bon, il n'empêche qu'à la fin, on a quand même une personne qui vérifie le travail. Voilà, donc ça, c'est la partie machine. Mais il y a plein d'autres étapes où en fait, ça nous coûterait trop cher de développer un robot pour le faire. Donc dans ce cas-là, on utilise des gens. Et en fait, c'est un travail qui n'est pas forcément très intéressant pour le coup, mais qui est très utile. Donc on a, nous sur notre chaîne, on a 13 personnes, et chaque personne, elle doit faire une tâche bien particulière. Donc chaque personne va être très très efficace dans son job, puisqu'elle fait qu'une tâche. Donc par exemple, cette personne-là, vous voyez, sa seule tâche, c'est de souder la batterie sur la carte mère. Cette personne-là, c'est de mettre le logiciel dans la montre, donc avec une machine. Il y a une autre personne, son rôle, c'est de programmer le robot qui va mettre la colle. Voilà, donc tout ce processus, il prend à peu près 20 minutes. Pour construire une montre à la chaîne, ça prend à peu près 20 minutes. Donc pourquoi on appelle ça à la chaîne? C'est parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes, et puis chaque personne fait une tâche, passe à l'autre personne, qui passe à l'autre personne, et à la fin, on met ça dans la boîte, et on obtient le produit fini. Voilà, donc ça c'est comment on fabrique le produit. Vous aviez déjà vu une usine comme ça? Vous aviez déjà vu?